Bonjour, bienvenue à la présentation Compassion utilisant au cœur des labs. Je m'appelle Nicole Coussette, je suis infirmière immatriculée depuis 1991. J'ai une expérience dans divers milieux de travail et j'ai pratiqué pendant les 30 dernières années dans les secteurs tels les soins aigus, les soins aux personnes âgées, l'administration et l'éducation. Ces différents environnements de travail m'ont permis d'intégrer la compassion dans mon travail quotidien. Avant de commencer, j'aimerais souligner que la présentation d'aujourd'hui a été préparée par Suzanne Priest, infirmière immatriculée, que Joanne m'a invitée à la présenter. Merci à Suzanne, mon ancienne collègue de travail, et à Joanne, la directrice générale, pour me donner cette opportunité. Suzanne a aussi fait la présentation originale. Elle a fait la présentation en anglais. Elle a amené une touche personnelle à la présentation qui l'a rendue vraiment intéressante. Et vous pouvez la regarder sur notre site web si vous désirez le faire. Alors, plus tôt ce printemps, l'association, puis l'Association des infirmières immatriculées se sont joints pour faire 2 présentations sur le professionnalisme. La compassion est considérée comme une partie faisant partie intégrale du professionnalisme. Vous avez probablement entendu que les soins infirmiers sont aussi reconnus comme un art et une science. Eh bien, la compassion, c'est l'art ou le cœur des soins infirmiers. En d'autres mots, la compensation est centrale au nursing. Étant donné que la compassion est vue parfois comme un aspect secondaire de la profession infirmière, elle n'est pas souvent considérée comme importante dans notre système de soins de santé, qui est souvent axé sur des tâches. C'est souvent considéré comme un aspect supplémentaire aux soins, ce qui est désolant. Contrairement à cette façon de penser, les patients et le public voient la compassion comme une partie importante des soins de santé et qualifient les soins infirmiers comme une profession digne de confiance. La relation thérapeutique doit être établie sur la confiance en fonction de l'évaluation des besoins du patient, tout en mettant de côté nos préjudices ou notre jugement personnel qui pourrait être injuste. Ceci, c'est pas toujours facile, mais c'est entendu que le professionnalisme, la confiance et la relation thérapeutique et la compassion des professionnels des soins de santé envers leurs clients fait partie intégrale des soins. Alors, c'est important qu'on définisse ce que ça veut dire, ça, la compassion. C'est aussi connu sous le nom de préoccupation empathique. La compassion, ça implique d'essayer de comprendre quelqu'un dans leur souffrance ou dans leur détresse et de vouloir faire quelque chose pour les aider, pour aider à soulager leur douleur physique ou émotionnelle. La compassion, ça va au-delà de l'écoute active et de l'observation. Et il faut être en mesure de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et d'essayer de les aider. Enfin, en fin de compte, les soins compatissants exigent une préoccupation réelle pour le bien-être de nos personnes. Moi, j'aimerais souligner que souvent, les gens avec qui j'ai parlé qui étaient dans les domaines de la santé, la raison qui les ont poussés à devenir des professionnels de la santé, c'est qu'il y avait beaucoup de compassion pour les autres. Donc, la présentation aujourd'hui ne veut pas dire que vous n'avez pas de compassion, mais ça vous aide à y penser, à mettre des mots ou des sentiments à ce qu'est la compassion, à la mettre en contexte aussi dans votre pratique. Ceci dit, même si la douleur des gens ne peut pas toujours être soulagée, la douleur physique ou émotionnelle, la guérison totale ne peut pas toujours se produire. La compassion, par exemple, peut aider à la rendre supportable, cette douleur ou cette maladie. En démontrant de la bonté et du calme avec nos patients, ça peut les inspirer à avoir du courage et de l'espoir quand ils sont dans des périodes de détresse ou de difficulté. Dans certaines situations, les soins compatissants peuvent être aigus et de courte durée. Par exemple, en période de travail et d'accouchement, une femme enceinte
ou le service dans les salles d'urgence. Cependant, il y a des situations où que ça peut être prolongé et ça se compare au changement de la marée, des hauts et des bas. Le besoin d'une sensibilité, d'une gentillesse et d'une chaleur accrue peut s'estomper pendant des semaines ou des mois, dépendant du jour ou du moment. Des fois, le manque de patience ou la fatigue se glisse entre le professionnel et son client. Et un client peut des fois en souffrir. La communication est au cœur des relations, tant verbales que non verbales. Engager nos patients dans la préparation et dans le maintien d'une relation thérapeutique est essentiel. Comme vous voyez sur l'écran, le professionnel de santé, touché, professionnel, physique et avec les yeux. Par exemple, l'écoute attentive, le ton de voix approprié, les expressions faciales sont les éléments que nous pouvons intégrer dans la prestation de soins tout en s'attendant à d'autres tâches. Cependant, nous devons garder à l'esprit qu'il y aura des moments où le patient a besoin d'attention complète d'infirmière. Il faut arrêter les tâches et se concentrer sur l'état du patient. Ça peut nécessiter que quelques secondes, mais la communication compatissante devrait faire en sorte que le patient se sente compris et soigné, confiant que son fournisseur de soins infirmier lui est accessible et attentif en tant qu'individu. Ça peut être aussi simple que l'adaptation du ton de ta voix à la situation actuelle et en utilisant un langage qui est compris par le patient, une expression faciale qui est agréable, accompagnée de votre nom quand vous vous présentez, dire à quelqu'un qu'est-ce qui est votre rôle dans l'équipe de soins. Ça devrait immédiatement donner le ton à une relation thérapeutique. J'aimerais vous donner un exemple qui m'est arrivé juste en fin de semaine. Je travaillais dans un foyer de soins, puis j'ai vu un résident de ce foyer de soins parler avec un des soignants. Puis, ce qui a porté mon attention à me tourner et à aller regarder, c'est que présentement, on a un port de masque en milieu de travail. On avait tout notre masque lorsqu'on approche nos clients, nos patients, nos résidents. Puis, le patient, j'ai entendu dire à l'équipe soignante ou aux membres de l'équipe soignante, « Tu as donc bien un beau sourire. » Ça m'a tellement surpris parce que je savais que la personne avait un masque. Lorsque je les ai regardés, je pouvais voir dans les yeux la façon que la personne s'était penchée pour lui parler, la douceur de la voix lui avait fait comprendre que derrière le masque, il y avait un sourire. J'ai trouvé ça vraiment spécial. En tout cas, je trouvais que c'était important peut-être d'amener ça comme exemple. Alors, le toucher thérapeutique est un aspect qui communique la compassion. Je ne pense pas que c'est quelque chose de nouveau pour vous d'entendre ça aujourd'hui, mais c'est important à noter. Le toucher approprié peut traverser les différences multigénérationnelles et n'importe quelle barrière linguistique. Il peut être utilisé pour rassurer et réconforter, mais aussi pour diminuer la méfiance. Par exemple, tout en parlant au patient, un léger toucher au pied ou un contact à la main peut diminuer la douleur, l'inquiétude ou la tristesse ou la rendre un peu plus tolérable. En d'autres mots, quand on se met dans les chaussures d'un autre, ça peut nous inciter à avoir une meilleure approche dans nos soins. Il en va même pour les relations dans les domaines de l'administration des soins infirmiers et de la formation aux soins infirmiers. Parfois, une conversation en personne avec des collègues ou des employés ou des étudiants doit remplacer la communication électronique, ainsi favorisant et assurant le maintien des relations humaines entre collaborateurs. En d'autres mots, il faut toujours garder un aspect humain à notre communication. Les conversations face à face assurent le sentiment d'être bien entendu et compris. Aussi éliminent le risque de messages involontaires qui peuvent se produire avec les communications électroniques. Quand il y a un face-à-face, le non-verbal et le verbal se complémentent et peut assurer une meilleure compréhension. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu un texte ou un courriel, puis vous dites « Mon Dieu, je ne sais pas si la personne n'est pas contente ou as-tu vu le message que j'ai reçu? » Puis souvent, c'est parce que le non-verbal ne faisait pas partie de la communication, puis c'est dur de lire dans le message les sentiments de l'autre.
Alors, pour l'environnement de pratique, le leader en compassion crée des organisations compatissantes qui améliorent le moral du personnel et par conséquent améliorent les prestations de soins aux patients. La compassion peut être nourrie et modélisée dans les programmes formels de formation en soins infirmiers, comme dans les écoles infirmières, et dans les milieux de travail. Puis les dirigeants de la profession infirmière sont authentiques et attentionnés, plus l'équipe soignante sera bienveillante et authentique dans son nombre. Alors, on reflète ce que l'organisation nous donne, en d'autres mots. Par conséquent, le milieu de pratique doit soutenir les soins imprégnés de compassion. La littérature démontre qu'une approche de gestion idéale modèle les attitudes positives et professionnelles, reconnaît le travail acharné et le dévouement, fait l'éloge là où il est dû, favorise un environnement où les employés se sentent en sécurité pour faire part de leurs préoccupations. Il reconnaît l'impact des facteurs de stress négatifs qui ont une incidence sur le personnel, comme exemple quand il y a un manque de personnel ou les restrictions imposées aux visiteurs en période de pandémie. C'est des choses qui affectent le personnel qui devraient être reconnues par l'administration. Lorsque l'environnement de soins infirmiers est constamment accablé en raison des lourdes charges de travail et de manque de personnel, la littérature démontre que le milieu favorise plus de négativité, moins de professionnalisme et une qualité de travail diminuée. Contrairement aux conditions de travail juste mentionnées, lorsque nous avons une culture de travail positive, on remarque un impact positif sur les clients et leurs familles. Je crois aussi qu'il inspire les employés à faire de leur mieux et inspire la lutte contre le sens apathique, qui nous porte à demander pourquoi, qu'est-ce que ça donne d'essayer, pourquoi faire une différence, est-ce que je peux vraiment en faire une? Pendant juste un instant, j'aimerais vous faire une petite pause puis vous faire réfléchir au scénario qui va suivre. Alors, vous pouvez vous fermer les yeux si ça va vous aider à vous concentrer, vous sentir un petit peu plus confortable. Personne ne peut vous voir, vous êtes par vous-même chez vous. Voici le scénario. Vous êtes un professionnel attentionné et peut-être un peu perfectionniste. Vous vous attardez à la seule chose que vous faites de mal et vous ne réfléchissez pas à l'importance de toutes les choses que vous avez bien faites dans la journée. Vous êtes connu pour être brillant, un membre précieux de l'équipe. Au fil du temps, vous vous réveillez et vous ressentez le néant au point d'être épuisé et de lutter pour prendre soin de vous-même, de vos proches et de vos patients. Vous pouvez ouvrir vos yeux si vous les aviez fermés. La fatigue reliée à la compassion et dans certains cas l'épuisement professionnel ont plus que jamais des répercussions sur les professionnels de la santé. Les statistiques démontrent que les nouveaux fournisseurs de soins de santé qui travaillent dans des secteurs de soins intensifs et dans les domaines où les taux de décès ou de traumatisme sont élevés sont les plus à risque de fatigue de compassion. J'avais écouté la présentation à Suzanne en anglais, celle qui a préparé la présentation, Suzanne Priest. Elle disait qu'elle avait fait la lecture des statistiques aux États-Unis qui démontraient que 15% des infirmières ou des professionnels de la santé se sentaient épuisés ou en souffrance. Puis plusieurs d'entre eux, même au point où ils pensaient au suicide. Je trouvais important de noter qu'est-ce que Suzanne avait dit parce que c'est inquiétant de voir comment est-ce que les professionnels de santé se sentent épuisés ou qui ont peut-être de la fatigue de compassion. La fatigue de compassion, c'est pas nécessairement synonyme d'épuisement professionnel, mais sachez que la fatigue est reliée à la compassion, peut mener à l'épuisement professionnel. Alors, l'information à l'écran va nous permettre de faire la différence entre les deux. Mais avant de vous démontrer la différence, j'aimerais aussi mentionner que la fatigue de compassion, c'est un terme qui a été premièrement utilisé en 1992 par une madame qui s'appelait Carla Joyson. Celle-ci avait remarqué que les infirmières aux prises avec des peines qui avaient
du chagrin, qui, pour quelques raisons, perdaient leur capacité à s'occuper des patients. Puis, ceci était reconnu comme un trouble affectant ceux qui font bien leur travail et parfois qui est considéré comme le coût de la compassion. Le coût là, en signe d'argent d'une manière, là, mais qui veut dire que ça nous coûte beaucoup des fois d'avoir beaucoup de compassion au fil des années. Ce qui est ironique, c'est que la fatigue de la compassion affecte notre vie professionnelle au point où on a de la difficulté à pratiquer le nursing comme qu'on devrait le faire et on a de la difficulté à rencontrer nos normes de pratique. Alors, la fatigue de compassion, c'est un épuisement émotionnel suite aux soins dispensés aux patients. Divers degrés de souffrance ou de traumatisme secondaire peuvent subvenir, dépendamment de l'individu. C'est quelque chose qui peut se développer d'une façon soudaine, mais il y a des facteurs qui peuvent contribuer, comme la progression de la pratique. En d'autres mots, au début, on peut avoir plein d'énergie, plein d'espoir, avoir plein de compassion, mais à la longue, ça devient de plus en plus difficile. La façon aussi qu'il peut avoir l'insuffisance de personnel, on appelle souvent ça, on a travaillé short staff, là, peut avoir un impact sur comment est-ce qu'on se sent, puis on peut devenir épuisé. Les patients ou les gens de qui on doit s'occuper semblent avoir un niveau d'acuité de plus en plus élevé. Ceci peut aussi contribuer à la fatigue de compassion. Des fois, il peut y avoir des défis de leadership ou des défis au sein de l'équipe. Ça peut devenir un cercle vicieux s'il y a de la fatigue, il y a des défis, il y a plus de fatigue, il y a plus de défis. Je pense que dans la situation de la pandémie, tout de suite, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à développer des défis d'équipe à cause qu'il y a souvent des gens de l'équipe qui sont absents du travail à cause de la pandémie, sont malades, qui ont besoin d'être en période où ils doivent être chez eux pendant qu'ils sont testés pour la pandémie. C'est des réalités que vous avez besoin de faire face à, qui peuvent demander beaucoup plus d'attention puis beaucoup plus d'énergie. En tout cas, c'est un exemple. Pour ce qui est du syndrome d'épuisement professionnel, c'est une réponse psychologique prolongée qui sont reliées à des facteurs de stress qu'on peut avoir au travail ou dans notre vie personnelle. Ça se produit souvent lorsque les exigences de travail dépassent ce qui est notre capacité, ce qu'on peut donner. Ça devient caractérisé par un épuisement émotionnel. Souvent, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on se sent plus sensible. Nos émotions ne sont pas aussi faciles à maîtriser. On se sent un peu détaché aussi de ce qu'on fait, ou on ne se sent pas comme si on accomplit les choses comme on les accomplissait auparavant. Ce qui peut être vraiment décevant puis nous peser dessus. Alors, vous voyez à l'écran une série de symptômes de la fatigue de compassion. Les symptômes généraux peuvent entraîner une diminution de la confiance personnelle, une diminution de participation dans les soins des patients, un retrait graduel de son réseau de collègues, une insatisfaction au travail et dans des cas extrêmes, ça peut même aller jusqu'au départ de la profession. Une madame, Michelle Peregrini, une infirmière spécialisée en recherche, énumère 3 catégories de symptômes de fatigue de compassion dans les soins infirmiers. Il y a l'insatisfaction au travail, le déclin de la santé et le désespoir. Ceux-ci peuvent se manifester d'une manière telle que de se plaindre ou de blâmer les gens alentour de nous d'une façon excessive. Avec la difficulté à se concentrer, s'absenter du travail pour des causes de maladie, une diminution dans la qualité de nos soins, une diminution de la capacité de collaborer avec l'équipe et une perte d'intérêt dans le mieux-être des patients. La première étape consiste à reconnaître ce que vous éprouvez
la fatigue de compassion ou que vous êtes à risque. Donc, le premier pas, bien souvent, c'est d'être capable de dire « Oui, je me sens pas bien. Je me sens fatiguée, je me sens épuisée, quel que soit ce que vous devez reconnaître, que vous êtes capable de le faire. » Une fois que vous l'avez identifié, vous pouvez vous concentrer sur prendre soin de vous. Alors, c'est ce qu'on appelle l'autocompassion. Nous adresserons l'autocompassion dans un instant. Tout d'abord, j'aimerais dire qu'une fois que vous reconnaissez et admettez votre risque à la fatigue reliée à la compassion ou que vous avez les symptômes, on vous suggère de réfléchir sur là ou les raisons qui vous ont amené au point où vous êtes. Par la suite, graduellement, commencez à attaquer les points négatifs. Évaluez qu'est-ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler. Exemple, si vous travaillez à court de personnel, c'est peut-être pas quelque chose que vous avez du contrôle dessus, mais comment est-ce que vous avez réagir à cette réalité et gérer votre travail à vous-même est quelque chose qui est sous votre contrôle. Avez-vous des garanties que vous pouvez mettre en place pour protéger qui vous êtes en tant qu'être humain? N'oubliez pas que nous sommes responsables d'être aptes à pratiquer notre profession. Aussi, rappelez-vous qu'être en forme s'applique tel qu'au niveau mental qu'au niveau physique. L'équilibre des deux nous permet à bien fonctionner ou à mieux fonctionner au travail. Il existe dans la littérature portant sur des thèmes communs visant la prévention de la fatigue-compassion. Quelques suggestions de lecture sont proposées sur les diapositives ou vous pouvez nous demander les références, mais il est à noter que parce que nous sommes des individus uniques, prodiguant des soins de santé professionnels, nous pouvons percevoir les événements d'une façon différente et réagir de différentes façons. Donc, ce qui peut me stresser comme personne, peut-être ne peut pas vous stresser. Il nous reste comme individu de réfléchir et d'identifier les répercussions d'un potentiel positif ou négatif. Comme j'ai dit, ce qui me stresse ou me cause de l'anxiété peut avoir un impact contraire chez quelqu'un d'autre. Donc, lorsque nous examinons les suggestions sur l'écran, nous devons déterminer ce qui fonctionne bien pour nous en tant qu'individu, ce qui ne fonctionne pas. Vous voyez la personne sur l'écran avec une pompe d'essence en dessous d'elle, puis une aiguille qui veut pointer comme si c'est vide. Il n'y a plus de gasoline, il n'y a plus d'énergie dans le carburant qui reste. En d'autres mots, nous devons faire le plein d'autocompassion. Prenez une pause pour réfléchir. Qu'est-ce qui me fait me sentir en paix? Qu'est-ce qui me donne de l'espoir? Qu'est-ce qui va m'aider à remplir mon réservoir pour nourrir mon âme et mon cœur ou mon esprit? Est-ce faire un debriefing avec l'équipe pour voir où sont les problèmes puis qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Du point de vue personnel, est-ce que j'ai besoin d'écrire un journal, faire la prière, aller dans la nature, commencer des activités physiques, visiter ma famille, mes amis plus souvent? Comme vous voyez, c'est des suggestions qui sont pas mal personnelles. Moi, j'aime aller dehors, j'aime connecter avec la nature. Bientôt, je vais commencer à faire mon kayak. J'aime faire la marche, j'aime même faire du tricot si je stationne avant de la télé. C'est des choses que je fais qui font mon plein, qui remplissent mon carburant. Alors, c'est important d'être gentil envers vous-même. Il ne faut pas utiliser l'évitement puis vous dire que le stress va disparaître miraculeusement. Être humain est parfois complexe, surtout lorsque vous travaillez dans un domaine de santé. Ici, ça vous donne des exemples sur l'écran comme boire de l'eau au travail, profiter de vos pauses avec de la nourriture, vos soins personnels, comme j'ai mentionné, aller dehors, faire des activités physiques, ces choses-là. C'est toutes des choses qui peuvent vous aider, mais c'est vous qui décidez ce que vous avez besoin. Ce qui est important, le dernier point qui vient d'apparaître sur l'écran, c'est l'équilibre entre le travail et votre vie personnelle.
Des fois, quand on commence dans notre profession, on s'en rend pas compte, mais c'est des choses à la longue que vous allez réaliser qui sont vraiment importantes. Les gens disent que la peur est contagieuse. Je dis le courage et la compassion le sont aussi. Conscient des exigences élevées des soins de santé, que se passera-t-il si nous concentrions notre attention sur un objectif comme travailler avec ce qui est sous notre contrôle en tant qu'équipe de soins? Devons-nous réviser nos attentes et notre point de vue sur l'équipe infirmière? Par exemple, qui est responsable pour quelle tâche aux soins d'équipe? Devons-nous réévaluer les priorités ou les besoins en soins aux patients dans les cadres cliniques, les domaines d'administration ou de leadership en soins infirmiers? Je n'ai pas vraiment toutes les réponses. Je ne pense même pas que j'en ai aucune autre que la réflexion et la collaboration sont importants. Si vous prenez le temps de vous asseoir avec l'équipe de soins et aussi l'équipe administrative, avoir des conversations pour identifier ce que vous avez besoin dans votre milieu de travail. La compassion doit être étendue à travers l'équipe et réciproque, tant pour les patients que pour leurs fournisseurs de soins. Alors, à nous de s'encourager mutuellement les uns et les autres à rester concentrés sur les raisons pour lesquelles nous avons choisi une carrière en nursing et sur les concepts fondamentaux des soins sécuritaires, de compassion et d'éthique. Demandez de l'aide au travail et offrez du soutien à vos collègues. Le domaine des soins infirmiers exige une collaboration entre les membres de l'équipe de soins. Alors, partagez vos expériences. Aidez-vous. Plusieurs mains, plusieurs têtes peuvent allégir le travail. Il est nécessaire d'avoir une culture de compassion dans les programmes de formation de sciences infirmières et ainsi au sein de l'équipe administrative et de leadership. Une culture de compassion est une culture de guérison. Et la compassion n'est pas un extra que l'on fait quelques fois seulement. Les personnes, les patients et les employés dans les domaines de la santé doivent toujours être plus importants que les indicateurs de rendement et les signes de l'or. Il est facile de penser que les soins infirmiers se font à partir d'une liste de tâches à accomplir. Nous savons que les professionnels des soins infirmiers font beaucoup de tâches. Mais encore une fois, je nous mets tous en garde contre ce concept. Si nous ne voyons pas les soins infirmiers comme une liste de tâches à accomplir, notre milieu de pratique en sera le mieux. La productivité et l'efficacité sera importante, mais pas plus que la somme des soins que l'on donne. Alors, si nous nous préoccupons que des tâches et la gestion du temps, serons-nous toujours compatissants? Utilisons-nous la compassion au sein de notre équipe de soins avec nos patients ou risquerons-nous de la perdre à cause de notre manque de personnel ou de la complexité des patients? C'est important de comprendre votre importance au sein de l'équipe. Vous pouvez amener la compassion au sein de l'équipe juste avec votre façon de faire les choses vous-même. Les recherches démontrent que les infirmières auxiliaires autorisées qui sont perçues comme disponibles par les patients sont considérées comme dignes de confiance. J'aimerais aller plus loin et préciser que les employeurs et les gestionnaires qui sont perçus comme disponibles auront des professionnels des soins infirmiers qui se sentiront soutenus et plus positifs en milieu de travail. Voici quelques points clés qui méritent votre attention. Les professionnels des soins infirmiers ont le privilège de partager certains des moments et des expériences les plus vulnérables avec les patients et les collègues. Des soins compétents, compatissants et éthiques, y compris une communication efficace, sont des éléments essentiels nécessaires dans tous les domaines de soins infirmiers et dans tous les milieux de pratique. Les attributs de la compassion comprennent la confiance, l'empathie, la sensibilité, la dignité et les soins respectueux centrés sur le patient. Le travail quotidien en soins infirmiers devrait être guidé en observant des
de près les besoins médicaux, physiques et émotionnels des patients, puis en répondant avec des soins compétents et compatissants. Les soins de base sur les tâches ou les soins basés sur les tâches peuvent devenir impersonnels et objectivés au point d'oublier l'aspect humain, ainsi que l'équipe soignante et les collègues à vos côtés. Vous n'êtes pas seul, la compassion personnelle et la compassion envers les collègues faciliteront la sécurité et la santé physique et émotive. Alors, il y a une pensée ici par un auteur inconnu que Suzanne a pensé importante d'ajouter à la présentation aujourd'hui. Elle se lit comme « Renforcer moi pour voir l'émerveillement dans mon travail à travers les yeux de ceux que je sers. Permettez-moi de servir les autres avec respect, compassion, courage et amour. Que mon travail soit une lumière pour ceux qui sont dans les besoins et un phare d'espoir pour ceux qui désespèrent. » C'est une vraiment belle pensée, puis je pense que ça reflète beaucoup ce qu'est le nursing, dans le fond. J'aimerais aussi finir avec ma propre touche personnelle. Quelque chose que moi aussi j'ai lu, que je trouvais vraiment important, puis que j'aimerais partager, c'est quelque chose qui a été dit par Maya Angelou. Elle dit « Les gens vont oublier ce que vous avez dit. Les gens vont oublier aussi ce que vous avez fait. Mais les gens ne vont jamais oublier comment vous les avez fait se sentir. » Alors moi, je pense qu'armé de compassion, vous pouvez avoir le pouvoir de guérir ce qui n'est pas vu à l'œil nu. Vous avez choisi une belle profession. J'espère que vous vous sentirez compatissant et que vous sentirez que vous avez la compassion de vos collègues et des administrateurs avec qui vous travaillez. Encore, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie d'avoir écouté la présentation aujourd'hui. Et j'espère que l'année 2021 pour les infirmières auxiliaires autorisées sera une belle année. Merci et bonne journée.